Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière émission de l'année 2024 que nous avons installée à nos caméras ici sur le marché de Noël de la Maison Moine à Razay, un hameau de Certigny dans la Vosges. L'occasion de faire le point sur l'activité de cet ambassadeur de l'innovation vosgienne en matière gustative. L'occasion aussi de parler d'autres productions locales et de circuits courts. Avec nous sur ce plateau, Yannick Moine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant de la Maison Moine. Merci de nous accueillir ici sur votre marché de Noël. On va assez rapidement voir quelques images de l'extérieur et puis des chalets autour. Guillaume Malglaive, bonjour. Bonsoir. Vous êtes agriculteur, producteur de lentilles, entre autres, à Harol, donc pas très loin d'ici également. Et enfin, Sarah Remy, bonjour. Bonjour. Vous êtes vendeuse à la boucherie JPA à Arches. Alors, c'est une histoire de famille, hein, la boucherie JPA à C'est Arches, ça. Val d'Ajol. Vous êtes voilà, sur les Vosges méridionales et sur la Vosges. On en parle dans quelques instants. Allez, quelques images. On va voir, bien sûr, on est chez vous ici, Yannick Moine, au sein de votre maison Moine et de ce marché de Noël. 4e édition. On va rapidement voir quelques images de l'extérieur. On les voit. 4e édition, ça marche très bien. Initiative. Les marchés de Noël, habituellement, c'est une initiative publique. Là, on est sur une initiative purement privée. C'est innovant. Alors oui, c'était juste pour booster un petit peu les affaires de fin d'année. On dit pourquoi pas innover. Donc 4 ans en arrière, on a commencé à faire des stands avec quelques exposants, pas de trop, hein, et avec des palettes, avec les moyens du bord. Et finalement, c'est la 4e édition et ça monte en puissance. Beaucoup de public, beaucoup de bons retours positifs et des super artisans passionnés et passionnants, quoi. Alors, vous avez parlé tout de suite de business, mais quelque part, vous partagez un petit peu cette envie et cette opportunité de business, effectivement, parce que vous avez 37 exposants. Question très simple, comment vous les choisissez et puis ça va crescendo, hein. Ouais, donc c'est ma fille Kathleen qui s'occupe de gérer ça. Donc on choisit nos artisans parce qu'ils sont vraiment artisans locaux. Ce sont des passionnés, passionnants comme je disais tout à l'heure. Et puis ils restent dans des prix très corrects. Et ça c'est bien. Pour le grand public, c'est très accessible de venir ici. Au fond du marché de Noël, donc vous avez une patinoire également qu'on devine là tout au fond, en dessous du grand sapin. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'aller au plus près, mais voilà, il y en a pour tout le monde et pour les plus jeunes. Allez, on parle production locale et circuit court dans cette émission. C'est la dernière de l'année. On va se faire plaisir. On a pas mal de choses qui sont juste devant nous sur les tables, évidemment des productions de la Maison Moine et puis de vous, Guillaume Malglaive, et puis quelques mets également de votre boucherie, Sarah Remy. On va parler de tout ça en détail. Yannick Moine, j'ai tout de suite parlé de vous comme un ambassadeur de la gastronomie vosgienne. Forcément, on pense au Crillon, ce vin, bien sûr, à base de rhubarbe. Alors, on va tout de suite voir aussi quelques images de culture de rhubarbe, parce que c'est une histoire de famille. Rappelez-nous cette histoire en quelques mots. Alors ça a commencé il y a 35 ans, sous l'impulsion de papa à l'époque. Et puis ça s'est développé. Et le Crillon est né il y a 35 ans. Et donc c'est vrai que le Crillon, donc, c'est le plus connu des produits rhubarbe. Donc c'est pas à base de rhubarbe, c'est 100% rhubarbe, hein. Donc c'est la culture de rhubarbe. Après, elle est arrachée, elle est broyée, pressée, on sort le jus et le jus est assemblé être en vinification. Donc le Crillon, c'est le plus moelleux. Le Crillon, il va bien qu'un foie gras, un fromage fort, un dessert chocolaté, un apéritif. Son petit frère, le blanc des Vosges, des bouteilles bleues, là c'est un blanc sec qui va bien avec des charcuteries, des viandes fumées, des choucroutes ou même aussi des apéritifs aussi pour ceux qui aiment le sec. Et puis la gamme des pétillants, donc il existe là, celui-ci c'est le Salomon, il est intermédiaire entre le brut et le demi-sec, début de repas ou fin de repas. Et les gelées de rhubarbe, les vinaigres de rhubarbe, enfin on est spécialisé rhubarbe maintenant. Tout cela à boire évidemment avec modération et d'autant plus en ces fêtes de fin d'année où on aurait peut-être tendance à se lâcher un petit peu. Non, attention, on reste vigilant évidemment. Appel à la modération en termes de consommation, bien sûr, de boissons alcoolisées. On voit toujours quelques images de rhubarbe. Combien de milliers de pieds et sur combien d'hectares? C'est une production assez unique, hein. Clairement, vous avez souvent les honneurs de la presse un petit peu nationale, parce que vous êtes un petit peu unique en votre genre, clairement. Alors, il y a à peu près 30 000 plants de rhubarbe en culture en ce moment. Et on en a remis encore 10 000 cet automne, là. Alors c'est un petit peu compliqué, on est sujet aux aléas climatiques et on en perd à peu près tous les ans 15 000. Donc on a un projet de construire une ombrière pour les mettre à l'ombre, hein. Donc un bâtiment de 4 hectares sous lequel il y aura 40 000 plantes de rhubarbe. Ils seront à l'abri du soleil et à l'abri du vent. Alors,
Quand vous dites effectivement aléas climatiques, c'est surtout des aléas climatiques pendant la belle saison, Alors, pendant l'été, parce que la rhubarbe est très sensible à la chaleur et au soleil et à la lumière directe. elle est sensible à la chaleur et au vent. Et depuis cette année, on sait qu'elle est sensible à l'eau aussi. Parce que cette année, l'année dernière, on a replanté 10 000 plants. Les 10 000 plants sont morts, noyés sous l'eau. Ils n'ont pas pu reprendre, pas pu respirer. Et on a recommencé. J'ai parlé d'innovation. Est-ce que vous continuez à découvrir des choses avec la rhubarbe dans la façon de la travailler, dans la macération bien sûr, dans la vinification? Alors, c'est à peu près réglé ça, hein. Sauf qu'on fait des cuvées spéciales maintenant, vieillies en fût de chêne, des produits longue garde. On met des produits sur le marché qui ont au moins 10 ans d'âge. Et nos plus vieilles bouteilles ont 35 ans d'âge et se bonifient encore. Parce que la rhubarbe, c'est une plante qui est antioxydante. Et même en bouteille, ça se bonifie. Comme nous tous d'ailleurs, en vieillissant, on s'améliore, hein. Oui, carrément. Allez, on va revenir un petit peu sur cette production forcément singulière qu'on retrouve sur pas mal de belles tables, hein, évidemment. On va pas citez-nous, faites-nous rêver avec quelques noms de palaces parisiens qui vous achètent Le régulièrement des Crillon, bouteilles. le Royal Monceau, le Scribe, le Lutetia, le Georges V, le Lido. Enfin, ponctuellement, hein, mais enfin, quelques-uns régulièrement. On a vraiment une grosse diversité de clientèle, des palaces, des épiceries fines, des cavistes, des restaurants conventionnels, enfin classiques, mais de bonne gamme en général, et beaucoup de particuliers qui viennent directement acheter chez nous ou via le site internet. Allez, on en reparlera dans quelques instants. Guillaume Malglaive, exploitant agricole, alors en bio, du côté des Barolles. Ça fait rêver, j'ai envie de dire, une aventure familiale comme celle-ci. Et Sarah Romy, avec la boucherie JPA, c'est aussi une aventure familiale. Voilà, là, est-ce que dans les Vosges, la gastronomie et la production agricole, ce ne sont que des histoires familiales? Est-ce que c'est votre cas? Bah, nous, tout d'abord, ce qu'on prenait, c'était la ruralité, la famille, et puis perpétuer ce qui a été fait déjà auparavant, quoi. Et donc, oui, sauf que vous avez changé. Votre papa était effectivement exploitant agricole, exploitant laitier, hein, me semble-t-il, plutôt. Oui, une ferme Voilà, conventionnelle. Ouais. Ferme conventionnelle, donc pas bio notamment. Voilà. Vous vous êtes réorienté donc, vers le bio et vers une toute autre organisation, une toute autre vision de vos productions agricoles. Pourquoi cela? Bah, moi, quand je me suis installé en janvier 2012, en fait, j'étais double actif, donc chauffeur de bus à l'extérieur, tout en montant la structure pour correspondre à ce qu'on voulait avec mon épouse, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est passé en agriculture biologique 2 ans après, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, quelques mots sur votre exploitation. On voit quelques images qui datent d'il y a quelques années, mais une plantation de lentilles, des champs de lentilles, ce sont toujours les mêmes. Vous faites aussi des vaches, des limousines, hein, Des blondes d'Aquitaine. des Ouais. blondes Oui. d'Aquitaine, pardon, autant pour moi, je me suis trompé. Voilà, donc tout ça évidemment est autour de Harol. En chiffres, la ferme Malglaive, c'est quoi? On a 140 hectares de SAU, dont 120 hectares de céréales, quoi. SAU, surface. Agricole utile, en fait. Ok. Et en termes de production, donc On est pour sur les une- lentilles, on parle de quoi? De tonnes de... Alors, on est à peu près sur une trentaine d'hectares de lentilles. Suivant chaque année, ça peut être différent, suivant la rotation qui est différente pour mettre toutes les légumineuses pas dans le même panier, comme on dit l'autre. Et quelle quantité? Les pois chiches, tout ça, c'est une dizaine d'hectares à peu près. Et quelle quantité de production au final? Il faut compter entre 500 kilos à 1 tonne d'hectare. C'est pas des gros rendements. Voilà, c'est pas des gros rendements, mais alors on voit quelques images. Ça aussi, c'est assez rare. Sauf erreur de ma part, il y a un seul autre producteur de lentilles dans la plaine du côté de Vrécourt. On en voit beaucoup des vertes, mais pas des autres couleurs, parce que c'est un peu plus complexe encore. Oui, ok. Bon, enfin, tu dis que ça reste encore des productions marginales. Pourquoi avoir choisi la lentille? Les lentilles, puisque vous en faites 4 ou 5 versions différentes. 5 variétés. Ouais. 5 variétés. Déjà, là-bas, c'est qu'on voulait se différencier des autres aussi. Donc, on a fait un essai sur une petite surface avec des lentilles vertes. On s'est équipé de matériel de tri et après, on a augmenté la capacité qu'on pouvait faire pour le triage et puis la transformation derrière. Et vous êtes devenu un véritable ambassadeur de, j'ai envie de dire, des propriétés gustatives un petit peu nouvelles des lentilles et des légumineuses en général, puisque vous dites, allez-y, les lentilles, on peut en mettre partout et notamment dans les préparations sucrées, hein. Oui, on fait beaucoup de desserts maintenant avec. Ouais. C'est-à-dire, racontez-nous un petit peu.
On élabore des cookies à la farine de lentilles avec des pépites de chocolat. On veut faire des crêpes, des gaufres et puis remplacer tout ce qui est pâtisserie traditionnelle. On remplace juste la farine de blé par la farine de lentilles parce qu'il n'y a pas de gluten dedans, quoi. Au niveau du goût, ça change un Oui, petit peu. c'est un peu typé cannelle à peu près pour expliquer un peu l'odeur. Et puis surtout la couleur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pigments de la farine de lentilles qu'on retrouve dedans. Donc ça fait une couleur légèrement verte. Bah, ce qui n'est pas inintéressant en pâtisserie, c'est toujours on parlait d'innovation avec les boissons alcoolisées, il y a des innovations partout à aller chercher. Lentilles, mais plein d'autres produits, hein, de l'orge, de l'épeautre. Oui. Pourquoi ces productions qui, pardon, je reviens sur, c'est vraiment quelque part une niche. C'est pas des grosses productions, c'est pas une grosse demande. Non, non. Pourtant, il y a des véritables propriétés évidemment nutritionnelles que l'on connaît pour les légumineuses. Vous y croyez? C'est pour ça que vous vous êtes mis sur ce créneau? Oui, on fait aussi du café végétal de lentilles aussi. Donc, à partir d'une matière première, donc la lentille ou le pois chiche, on essaye d'avoir plusieurs déclinaisons possibles. Donc, après, ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve des arômes différents et puis une valorisation différente aussi, hein. Alors, valorisation, dans quoi? Dans quelle façon de cuisiner? Parce que, je réitère, c'est pas le produit qu'on retrouve chez tout le monde, par exemple, des lentilles. On Ou de a, l'épeautre, ou des graines d'orge. on a des restaurateurs qui connaissent bien le produit et puis qui sont vraiment intéressés. Ça passe par eux, notamment? Oui, beaucoup, oui, oui. Ok. Allez, on va revenir un petit peu sur ces productions singulières. Sarah Romy, donc la boucherie JPA à Arches. Alors, Arches et Val d'Ajol, parce qu'on parlait d'histoire de famille, vous aussi, c'est une histoire de famille. JPA, ça veut dire Jean-Pierre et Annie. C'est ça. Romy, Remis. à savoir vos beaux-parents. Beaux-parents. Vos oui. beaux-parents. Mes beaux-parents. Et racontez-nous un petit peu l'histoire de la famille. Ça a commencé au Val d'Ajol, hein. Ça a commencé au Val d'Ajol. Alors moi, je passe par Jean-Pierre parce que c'est surtout mon beau-père. Mais le père de Jean-Pierre, il a ouvert du coup sa première boucherie en 1966 au Val d'Ajol. Ils font du coup la première fois aux andouilles en 1967. Et puis après, plein de choses. C'est là qu'il a connu Monsieur Moine, le salon de l'agriculture. Après, ils ont décidé d'ouvrir une ferme auberge à Laval-sur-Vologne avec Jean-Pierre qui était en train de faire une formation pour devenir traiteur. Et Rapprochez bien le micro, faites attention. en 2001, Jean-Pierre et Annie, ils achètent leur première boucherie à Arches. Ouais. Et c'est là que Jean-Pierre se met à faire des tournées dans des camions. Et du coup, plusieurs années après, Victor, du coup mon mari, est parti en apprentissage et puis il rejoint son père quelques années après. Et moi, j'arrive en 2020, juste après la pandémie du Covid. Et On a puis, vu quelques images de votre stand ici sur le marché de Noël de la Maison Moine à Razay, évidemment sur la commune, on les voit toujours, sur la commune de Xertigny. Quelle production un petit peu singulière vous avez? Vous nous avez parlé du Val d'Ajol. J'imagine bien sûr que vous continuez à faire de l'andouille du Val d'Ajol, mais du fuseau lorrain, du lard bien sûr. De plus en plus, dites-moi si je me trompe, de plus en plus j'ai le sentiment de produits à consommer de façon sèche, des produits secs. Ah oui, c'est vraiment un produit phare chez nous, la viande fumée et puis comme ça, les filets mignons, les magrets de canard, le fuseau. Ouais. Tout ça. Alors magret de canard, pardon, en tranche sec comme une tranche de saucisson. Exactement. D'accord. Et c'est récent, la clientèle accroche. Ah bah oui, vraiment, oui, oui. Les filets mignons, c'est une tuerie comme on dit. Ok. Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs pour toujours un petit peu surprendre la clientèle? Et puis j'imagine il y a aussi la difficulté peut-être de séduire un petit peu les jeunes qui peuvent peut-être se détourner un petit peu des produits carnés. Euh, En termes d'innovation, en termes de nouvelles présentations, de nouvelles préparations des produits? bah, Rien de particulier, vous restez sur le traditionnel, entre guillemets? oui, on reste sur les traditionnels et puis on a ouvert un restaurant depuis quelques années Ouais. maintenant. Alors du coup, en fait, ce qui est super cool, c'est que les gens ils peuvent choisir leur viande et puis manger la viande qu'ils ont choisie juste après. D'accord. Et ça marche super bien. La viande, justement, d'où vient-elle? Quelles sont vos filières d'approvisionnement? On est sur le local, on va parler des circuits courts plus précisément.
On est sur le local. Alors nous, on travaille avec des petites fermes locales, beaucoup au Val d'Ajol. On ramasse des veaux à Certigny. On travaille avec un éleveur de porc à Grandvilly, mais surtout, on travaille avec nos bêtes aussi. Jean-Pierre, il a une ferme, il a une trentaine de vaches et on a environ toute l'année une quinzaine de cochons on fait une rotation en fait avec les cochons. On tue nos cochons, on fait nos produits avec nos cochons. Ça fait combien de têtes tout ça au final de votre propre exploitation, de votre propre ferme? Bon, il y a une cinquantaine de bêtes. Une cinquantaine de bêtes. Mm. Ok. Bon, très bien. Pas de difficulté cette année. Ça a été un petit peu compliqué pour l'élevage. Vous n'avez pas été impacté? Non, ça a été. Non, ça a été. Ok. Un petit mot sur la vente, pardon. Donc uniquement dans vos propres boucheries ou vous avez un circuit de distribution complémentaire? Nous, on fait des marchés Ouais. hebdomadaires. On a un gros camion. Et puis sinon, on est au marché d'Épinal aussi, on a un stand. Et sinon, on travaille avec des épiceries. De l'export un petit peu. Alors, votre stand est vide puisque vous êtes ici. on voit quelques images de votre stand. Comme quoi on est en confiance ici au Marché Moine parce que voilà, le stand, le temps de l'émission, le stand il est vide. Sarah n'est pas derrière. Non, en termes d'export, c'est dans les projets peut-être de produire un peu plus et de vendre un peu plus loin? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. Enfin, ils font déjà du Co- porc, donc l'export. Combien de personnes aujourd'hui à la boucherie JPA? On est une quinzaine. Quinzaine, Ouais. tout de même. Mm. Et il y a des projets d'embauche à venir? Bon, on cherche toujours des apprentis Ouais. pour apprendre le métier. Voilà. Vous avez des difficultés à ce sujet? Oui, bah ça devient compliqué, oui. Parce que pourtant on a un pôle de formation d'apprentis à Épinal, mais forcément on sait qu'effectivement le secteur de recrutement est tendu parce qu'il y a beaucoup de demandes. Non. C'est quoi la solution selon vous? Former en interne peut-être? Peut-être, oui. Ok. Et puis surtout garder les personnes qui sont chez nous. Ouais. Fidéliser Fidéliser. les nouveaux arrivants. C'est ça. Yannick Moine, Oui. pardon, avec votre regard, pas de patriarche, mais presque, parce Oh que là, non, pas encore. pas encore. Mais la maison Moine, c'est une affaire de famille, et on a bien Ah ouais, compris ouais, que ouais, c'était votre papa, évidemment, Oui. et vous êtes avec votre frère, et puis il y a Voilà, vos 3 enfants, hein, c'est ça? les 3 enfants, ma On va belle-sœur. les citer, Kathleen? Oui, oui. Donc mes enfants, c'est donc dans l'ordre Jimmy, l'aîné, qui lui a remonté une boutique parallèle. Ça s'appelle le Cochon de lait. Il fait des paellas, des cochons à la broche. Il se déplace partout pour des particuliers ou des professionnels, hein. Et donc il travaille à SAS aussi. Kathleen, ma fille, qui s'occupe du marché national, va avoir des cavistes, des restaurateurs. C'est elle qui s'occupe des salons, c'est elle qui s'occupe de la gestion du marché de Noël. Donc elle, on la garde, c'est sûr. Et Max, bah, lui, fait le maximum, hein. Max, il est chargé, lui, beaucoup de l'embouteillage, le conditionnement, l'étiquetage avec son frère. Enfin, on travaille, et puis chacun a son rôle, finalement, hein. Brigitte s'occupe de la compta, de la facturation du magasin, donc une grosse charge aussi. Damien, lui, c'est notre Joe trouve tout. C'est lui qui construit des machines spécifiques pour nos besoins spécifiques, qui s'occupe de la gestion de l'atelier, de le remplacement des pièces d'usure, enfin pour la ferme également, parce que nous avons une ferme également. Donc on est tous un peu polyvalents et ben moi j'ai plus grand chose à faire. Il travaille tellement bien que Ah, vous supervisez tout ça avec votre frère. J'ai mangé son prénom à votre frère. Damien. Damien. Ok. C'est lui aussi qui fait des pièces d'art avec des pièces d'usure agricole. Vous n'avez pas vu sur son stand, c'est pareil, c'est assez magique. Il est à l'entrée des marchés. Oui, c'est ça. Il Ouais. est à l'entrée des marchés. Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs, dans les cartons pour la maison Moine et pour demain le produit de la rhubarbe? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous faites aussi du jus de pomme. Un petit mot sur Jus de sur pomme, le jus de pomme. c'est vraiment devenu une spécialité Ouais, parce que et ça prend de l'ampleur aussi. oui, oui. C'est Ça peut-être pourquoi? Est-ce 35 ans, par la qualité, ça fait 35 ans que nous en produisons. On a déjà eu 17 médailles au concours agricole et surtout ce qu'on recherche dans la pomme, c'est les taux de patuline. La patuline, c'est pathogène, cancérogène, hein. Et il y a une norme qui est européenne qui est ce qu'elle est, une norme française qui est plus sévère et tant mieux. Et la nôtre en interne, on est 32 fois sous les normes autorisées, déclarée champion du monde par la répression des fraudes. Tout ça parce qu'il n'y a pas de traitement sous les pommiers, c'est la pomme de plein vent. Donc pour pouvoir traiter nos pommiers, nous mettons 300 volailles sous 300 arbres, les volailles pâturent l'herbe, bouffent les insectes qui attaquent nos pommes. Et on n'a pas envie de faire le traitement. Et une grosse diversité de variétés. Dans une bouteille de jus de pomme, il y a à peu près 20 variétés de pommes.
Et c'est ça qui fait la qualité, la régularité. On entend souvent qu'ils font à minima 3 variétés pour faire un bon jus de pomme. Là, il y en a 20. Là, oui, 20, effectivement, mais Ouais. vous confirmez minimum 3 pour Ouais. les amateurs qui nous écoutent. Hein. Ouais, et Ouais. la pomme non traitée. Hein. Donc, aussi, nos particuliers, ce qu'on est pressoir à façon. Donc, les gens des alentours nous amènent leurs pommes, nous les confient. Nous, on les prend, on les trie, on les lave, on les presse, on les pasteurise, on met en bouteille, soit en bouteille, enfin en litres, ou soit en cubique de 3 litres. Évidemment, et pour les téléspectateurs, juritaires, producteurs, arboriculteurs, amateurs, on sait que la pomme c'est un petit peu compliqué et ça demande beaucoup de travail. Vous, les professionnels, si vous avez bien sûr des pommes tous les ans, c'est parce que Alors, vous taillez. Oui, on taille, mais c'est pas tous les ans. Hein. Il y a des années, c'est 0, il y a des années, c'est... Même Ah vous. oui, bah oui. On ne fait pas de traitement. Enfin, s'il y a un coup de gel, il y a un coup de gel. On y peut Dame Nature, elle Oui, décide. Hein. sauf le gel, ouais. Cette année, on a fait en prestation une année normale. L'année d'avant, c'était quasiment 0. L'année d'avant, c'était x2 par rapport aux autres années. C'est jamais pareil. Ok, effectivement. Le gel, là, ça, effectivement, s'il n'y a pas de... Quel outil vous mettez en place pour lutter contre le gel? Ben, Gel printanier, évidemment. On peut pas lutter. On couvre pas, on met pas de brûlot, on fait rien. Ouais. La dispersion de nuages, de chaleur, Non, ça, bah, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est onéreux. Donc après, ça remonterait le prix de la bouteille encore une fois. Donc non, on va rester avec des prix corrects, accessibles pour tout le monde, quoi. Ok. Guillaume Alglève, on revient sur les lentilles et puis bien sûr les céréales. Quelle variété vous avez-vous dans les cartons que vous souhaiteriez travailler de façon nouvelle également? Au sujet des lentilles, on a déjà les 5 variétés. Par contre, On va décider, on les a pas dit. On a eu en image évidemment les lentilles corail, les lentilles vertes que tout le monde connaît. les Quelles sont les lentilles autres vertes, variétés? les lentilles noires, les lentilles blondes, les lentillons. Ouais. Et puis, je crois que j'ai dit les 5, je sais plus. Et vous aimeriez encore travailler d'autres variétés? Toujours dans les légumes secs et dans les légumineuses à 0 gluten. En fait, on est dans le sarrasin. Ce ci on a implanté du sarrasin D'accord. qui est au séchoir en ce moment. Et puis, en cours d'analyse la semaine prochaine pour commercialiser de la farine. Des productions intéressantes aussi par rapport à l'évolution évidemment climatique. C'est des productions qui sont plus résistantes aux aléas. Jusqu'à l'année dernière, c'était génial en fait parce que c'est des plantes qui aiment bien le sec et ça se plaît bien sur sol argilo-calcaire comme on a à la ferme, donc sol superficiel en fait drainant. Et cette année, c'est sûr, ça a été très compliqué. Hein. Donc il y a ce qu'il faut pour la production à l'année, mais il n'y aura rien de trop. Qu'est-ce que vous imaginez à l'avenir pour jongler avec les intempéries, donc la pluie qui vous pose problème, on l'a compris? Après, c'est difficile à notre niveau parce que nous, on est en agriculture biologique, donc une fois qu'on a implanté notre céréale, on ne peut rien faire de plus en fait. Hein. On l'a pas dit, vous faites aussi de la transformation en interne. Hein, Oui. Vous sous-traitez quelque chose ou vous Non, faites non. Nous, on est vraiment là-dessus, on insiste. C'est-à-dire que de la graine plantée dans le sol jusqu'à la transformation, jusqu'au produit final, c'est nous qui le faisons sur la ferme. Donc, notamment avec mon épouse qui m'aide sur la ferme donc, pour la Fabienne. transformation de la farine, des flocons, etc. quoi. Alors, difficile de vous trouver parce que vous ne faites pas de vente, c'est vraiment du circuit hyper court parce que vous vendez, vous vraiment en vente directe chez vous à Arol. Et on a ouvert un magasin, oui. Et vous avez ouvert un magasin tout récemment. Pourquoi ce choix? Parce qu'il y a beaucoup de magasins de producteurs qui seraient certainement ravis d'avoir vos produits? En fait, on avait plus de 60 produits, en fait, enfin 60 magasins qui acceptaient nos produits, en fait. Mais on s'est rendu compte qu'au final, on avait toujours un intermédiaire et on s'y retrouvait pas à la fin, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir notre boutique, que les gens viennent sur place voir ce qu'on fait exactement de A à Z, avec un échange aussi. C'est pas non plus vendre un paquet et puis partir derrière, quoi. On aime bien expliquer ce qu'on fait, quoi. Ça, la pédagogie autour de, je réitère, pardon, mais produits un petit peu d'usage nouveau qu'il faudrait devenir et qu'il faudrait mettre dans de l'usage courant, quoi. Ça, vous l'appelez de vos voeux, j'imagine. Oui. Ouais, rappelez-nous les avantages nutritionnels de ces légumineuses et de ces céréales à consommer directement. Je ne suis pas diététicien non plus. Je reste agriculteur à la base, mais c'est tout des bienfaits. On fait que des bons produits, ça c'est sûr et certain. Et on ne triche pas, quoi, en fait.
Les légumineuses, plein de bons éléments nutritionnels, et bien sûr. Yannick Moine, un dernier mot. Je ne vous avais pas répondu tout à l'heure à ma question sur ce que vous avez dans les cartons. Vous, pour l'avenir, vous restez sur la rhubarbe, sur le jus de rhubarbe, toujours à consommer avec modération, évidemment, quand il est en version alcoolisée. Les jus, sans problème, hein. Donc les jus, c'est de rubis, hein. Donc c'est comme un jus de pomme version rhubarbe. Donc c'est une tarte liquide au niveau arôme, c'est une explosion d'arôme. Et le rubibule, c'est la version pétillante, sans alcool également. Et ça, c'est des produits qui montent en croissance, en volume, parce que beaucoup de places souhaitent distribuer des softs de très bonne qualité. Et donc là, on est dans le cadre là. Et donc, on va développer vraiment ces genres de produits. Et la gelée de rhubarbe, c'est pareil, c'est un produit exceptionnel. Je ne connais pas d'autres gens qui font des gelées. La gelée de rhubarbe se consomme très bien qu'un foie gras, justement, pour les fêtes, ça tombe bien. Et au petit déjeuner le matin, sur des toasts, c'est parfait. Et la gelée, donc, c'est pareil, 100% rhubarbe. Et le tout sans chimie, hein. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Tous ces vins-là n'ont aucun entrant chimique. On ne communique pas sur le côté bio, mais ils sont propres. Alors, il n'y a pas de désherbant, pas de fongicide, pas d'insecticide sur la culture et pas de sulfite rajouté après dans la vinification parce que la rhubarbe, c'est une plante antioxydante et c'est très stable naturellement. Donc si on en boit beaucoup, il n'y a qu'un défaut, ça peut modifier le niveau de la pesanteur, mais ça c'est physique. Rappelez-nous la quantité, pardon, j'arrête mon minuteur, la quantité de vin de Crillon que vous Alors le produisez. Crillon, à lui tout seul, c'est quasiment un peu plus de moitié de la production, c'est 30 000 bouteilles. 30 000 bouteilles. Ouais, à l'année. C'est le highlight de votre production. Oui, lui, c'est le plus connu et le plus vendu. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci. Elle se Merci. termine. Guillaume Malglaive, donc la ferme Malglaive à Arolles, lentilles et céréales diverses et variées. On a parlé de l'orge, on a parlé de l'épeautre. Quoi d'autre Non, c'est bon, j'ai tout dit à peu près. Voilà. On retrouve tout ça facilement sur votre site internet. Sarah Romy, la boucherie JPA à Arches, JPA, donc une histoire de famille, Jean-Pierre et Annie. Et enfin, Yannick Moine, merci encore de votre venue et de votre accueil ici au marché de Noël, donc de votre maison moine à Certigny, qui se poursuit jusqu'au lundi 23 décembre. L'heure de fermeture pour vraiment les Je retardataires. crois que c'est 11h. Ah, on verra tout ça avec Kathleen. C'est Kathleen la patronne. Mais en Allez. tout cas, bienvenue chez les moines. Merci encore de votre accueil. Merci à tous les trois de votre participation. Je termine avec notre jeu de l'Avent, avec la question du calendrier de l'Avent qui vous permettrait de gagner, je reprends mes petites notes, pardon, qui vous permettrait de gagner des places de cinéma, un goûter pour deux à l'Assiette Parlante, c'est un restaurant à Épinal, et puis des bières du brasseur de l'Opercule. La question... On a dit la réponse il n'y a pas très longtemps. Combien de bouteilles de Crillon la maison moine embouteille-t-elle, produit-elle chaque année? Les bouteilles de Crillon, combien chaque année? La réponse, pas difficile. Merci à tous les trois. Bonne fin de saison. Merci. Bonne fête de fin d'année et à très vite. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles émissions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.